magazine en RDC pour la promotion des entreprises. C'est parti pour une nouvelle édition du journal télévisé des entreprises. De partout, vous nous captez à travers le monde. Bienvenue dans l'actualité. Fini la pratique des doublons au sein des entreprises, ministères et établissements publics. Le ministre de tutelle Jean-Pierre Liao vient de lancer un signal fort par la publication d'un annuaire reprenant tous les fonctionnaires de l'État congolais. Les entreprises minières du Lualaba ont reçu la visite d'inspection du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Des amples détails dans cette édition du journal télévisé des entreprises magazine. Et comme annoncé dans le sommaire, débutons cette édition du journal télévisé des entreprises par cette nouvelle où le gouvernement souminois vient de publier l'annuaire alphabétique et numérique de cadres et agents de services publics de l'État validé par le fichier des références de l'administration publique. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé cette publication historique, marquant une étape décisive dans la modernisation de l'administration publique et la gestion des ressources humaines en République démocratique du Congo. Annuaire de cadres et agents de l'État. L'objectif de cet annuaire est de maîtriser les effectifs de la masse salariale de l'État tout en mettant fin à la problématique des agents fictifs qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique congolaise. Et après cette actualité, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a poursuivi la visite d'inspection des infrastructures et équipements de la société minière Kamoa Copper. Jean-Lucien Boussa et sa délégation se sont imprégnés des conditions d'exploitation du cuivre dans le carré minier de Kapuka, situé dans le périphérie de Kolwezi. Une très belle occasion pour le patron du portefeuille congolais de s'enquérir de réalité du terrain et de l'état des investissements du pays et des conditions d'exploitation du cuivre par Kamoa Copper, troisième producteur mondial de ces métals. Avec 20% des parts sociales dans le projet Kamoa, l'État congolais par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, effectue une mission de service dans les installations de Kamoa Copper Company, troisième producteur mondial du cuivre. Pour les entreprises d'économie mixte, le regard est aujourd'hui différent selon les nouvelles orientations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui met en œuvre le gouvernement souminois. On fait plus ou moins, n'est-ce pas, 77% cuivre. Une opportunité pour Jean-Lucien Boussa de suivre toutes les participations de l'État en s'assurant de leur contribution au budget de l'État. Sur cette question, Kamoa Copper Company est bon élève. Bon, d'abord, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté de pouvoir accueillir notre co-actionnaire, d'abord le ministre national du portefeuille, mais aussi le ministre provincial des mines, parce que nous sommes actifs dans une province qui est la province haute de là-bas. Donc il est très important que le secteur public et le gouvernement provincial de là-bas puissent faire partie aussi intégrante de cette société et puissent voir ce que nous avons jusque-là produit comme résultat et ce que nous envisageons de produire davantage. Le ministre du portefeuille, qui a la charge de conduire et assurer le suivi de la politique gouvernementale dans le domaine de l'actionnariat dans les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État est actionnaire, se trouve satisfait de ce partenariat avec Kamoa. L'État est actionnaire à 20%. Donc je viens ici comme ministre du portefeuille et représentant de l'État actionnaire pour visiter une société d'économie mixte dans laquelle l'État a des intérêts. Il s'agit d'une société qui a drainé dans le pays des investissements directs étrangers de l'ordre de 7,2 milliards de dollars américains. Il s'agit de cette société qui produit aujourd'hui 440 000 tonnes, les pics que la Gécamine avait atteint à son époque de gloire. Mais il s'agit aussi d'une société qui, d'ici l'année prochaine, va produire autour de 600 000 tonnes. C'est extraordinaire. Et donc là-dessus, nous devions nous mettre d'accord sur la manière dont l'État actionnaire, avec les autres actionnaires, participerait au processus de vente. Un processus transparent. Ce qui a été signalé, souligné il y a quelques mois. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que le processus de sélection des acheteurs a été fait dans la transparence la plus totale. Et nous avons convenu sur qui va acheter ou sur qui vont acheter nos produits.
Parce que Camoa n'est pas une entité distincte du gouvernement. C'est notre société à nous tous. Donc aujourd'hui, on sait que le processus nous a amenés à pouvoir choisir des acheteurs dans les meilleures conditions du marché. Et ceci est une garantie aussi bien pour Camoa que pour la partie République démocratique du Congo. Les choses sont claires à ce sujet, il n'y a pas d'ambiguïté. Deuxième chose, le gouvernement a décidé il y a quelques semaines de pouvoir accorder des préférences réciproques aux entreprises du portefeuille de l'État qui étaient productrices et qui fournissaient des services à d'autres qui en avaient besoin. Donc il faut donc matcher les entreprises du portefeuille de l'État de sorte qu'à leur faire bénéficier de ce que les uns et les autres ont comme atout, ont comme capacité, ont comme expérience. Et donc la discussion aussi a eu lieu et l'échange a été fructueux. On s'est donc mis d'accord que sur les 20% dont dispose l'État, et je préfère même plus que 20%, que la préférence soit accordée aux entreprises du portefeuille de l'État. Et l'engagement que j'ai fait en rapport avec ces entreprises, c'est d'améliorer les rapports qualité-prix. Aux conditions de compétitivité identiques, la préférence va aux partenaires, naturellement. Et donc voilà pourquoi je suis aussi satisfait de ma visite, parce que Camoa déclenche ces processus de mise en œuvre de cette politique gouvernementale de préférences commerciales réciproques. Mais je ne voudrais pas terminer sans dire un mot sur la manière dont le personnel est pris en charge, dont la majorité se trouve être des Congolais, et la place de la femme n'est pas négligée. Et ça, c'est important. Le président de la République, dans ses 6 engagements, a insisté sur l'emploi. Voilà une société qui nous permet non seulement de préserver les emplois, mais d'accroître les emplois. J'ai aussi noté que le milieu dans lequel, les communautés dans lesquelles œuvre Camoa sont prises en charge de manière correcte, dans une approche assez intéressante, où on crée des millionnaires. Camoa crée des millionnaires et on les a vus. Et ça aussi, je me dois de féliciter les dirigeants de la société, les cadres et travailleurs, pour cette politique inclusive qui concerne tout le monde, qui profite à tout le monde. Je vais dire aux autres Congolais que Camoa a participé en 2023 pour 6% au produit intérieur brut, mais c'est pas rien, avec un chiffre d'affaires net de 2 milliards 700 millions de dollars américains. Voilà une société qui mérite l'attention du gouvernement. Et dans cette même logique de la visite effectuée dans la province minière du Lualaba, le ministre du portefeuille est allé aussi visiter les installations de l'entreprise KMF, louant les performances de cette entreprise minière. Jean-Lucien Boussa restait convaincu d'une mobilisation et accentuation des activités minières dans cette société. Suivez. Toutes les entreprises minières dans le Lualaba ayant un investissement de l'État ont reçu la visite du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba. Ce membre du gouvernement a évalué l'outil d'exploitation de la société KFM et apprécié la collaboration entre les associés dans l'État. Le ministre a tenu le même discours, celui de la volonté du gouvernement d'assurer la transparence dans le choix des acheteurs de la production KFM et la nécessité d'accorder des avantages mutuels aux entreprises du portefeuille de l'État. Jean-Lucien Boussa Tongba se satisfait que le renforcement évident de partenariats de préférences commerciales réciproques pour lesquels il travaille nuit et jour, commence à porter ses fruits. Nous avons trouvé en face de nous une entreprise performante. 2 ans seulement après, ils ont construit une industrie performante, ils ont commencé à produire et sa production est davantage importante parce que déjà les résultats du premier trimestre en termes de production du cuivre et du cobalt rassurent. On est aussi dans une approche de transformation locale des produits. Lorsque on va de l'extraction jusqu'à la production de la cathode pour le cuivre, on va de l'extraction jusqu'à la production de l'hydroxyde de cobalt qui sert à la production des batteries électriques. C'est important pour les pays en termes de sa contribution dans l'économie mondiale. Dans le secteur minier, il n'a pas été très courant de voir un ministre du portefeuille s'y rendre.
mais avec la volonté de conduire et assurer le suivi de la politique gouvernementale dans le domaine de l'actionnariat dans les sociétés à économie mixte. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, ne veut laisser aucune participation de l'État sans feedback. Et on va se rendre à la présidence de la République démocratique du Congo, les deux institutions placées sous l'autorité directe du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir l'inspection générale des finances et l'ARSP, représentés ici par leurs responsables directs, ont présenté le rapport de leurs activités auprès du président de la République. Jules Alingueti et Miguel Cachal se sont conformés à cette exigence réglementaire. Des retours sur l'événement à la présidence de la République. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans en parer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingueti Kei est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit M. l'inspecteur général chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katembe, également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Et on va parler de l'APNAC, où le réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption a tenu son assemblée parlementaire de l'ouverture de la session de cette année 2024. Les membres de l'APNAC se sont retrouvés au cours de cette session en vue du renforcement des capacités des acteurs publics et privés sur la lutte contre la corruption. Je vous laisse découvrir un extrait de l'interview que le président de cette institution APNAC, Jean-Pierre Passizapamba, a accordé aux journalistes. Vous l'entendez, qui soutient les actions de la population à travers le contrôle parlementaire. C'est une structure qui milite à la date d'aujourd'hui pour produire des textes de loi anti-corruption. Vous savez tous que la corruption est un fléau. Ça pue. Elle gangrène toute la communauté. Elle sent très mauvais. Et c'est pourquoi, bien qu'on corrompe le matin, à midi, la PNAC sera là pour dénoncer. La PNAC sera là pour sensibiliser la population et les autorités avec comme objectif d'aboutir à la bonne gouvernance. Et on va se rendre dans la province du Congo central, où l'Institut national des préparations professionnelles, INPP, a présenté les avantages qu'offre son établissement ainsi que sa mission au public congolais. Et c'est là, c'était au cours de la 8e édition de l'Expo Béton, dont la deuxième phase s'est déroulée dans la ville portuaire de Matadi, selon le directeur provincial de l'INPP Matadi, qui a exposé sur la création de la classe moyenne en mettant des formations professionnelles de qualité en avant-plan. De Kinshasa à Matadi, l'Institut national de préparation professionnelle UNPP a captivé l'attention du public venu prendre part à la deuxième partie de la 8e édition d'Expo Béton dans la ville de Matadi.
La présence de l'INPP dans cette exposition vaut plus grande qu'une entreprise publique. L'INPP est venu présenter son offre de formation d'une manière générale, mais particulièrement le répertoire des métiers verts. Il faudrait également savoir que toutes les entreprises qui se sont présentées ici sont affiliées à l'INPP. Nous les accompagnons dans les cadres de renforcement de capacité. Et donc, ça valait la peine que nous puissions être ici, non seulement pour présenter l'offre de formation, mais c'est une manière également d'accompagner nos partenaires qui sont avec nous ici. Profitant de sa présence, l'UNPP a prêché l'entrepreneuriat auprès du public venu visiter son stand. Nous avions constaté qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas affiliées à l'INPP. Nous les avions approchées et nous les avions présenté l'offre des formations. Dans les jours à venir, elles vont s'affilier à l'INPP. Mais aussi, nous avions échangé avec le public sur les concepts de l'entrepreneuriat, de l'incubateur que l'INPP met à la disposition de la dite population. Tout le monde le sait que notre pays est buté à une pauvreté à outrance et qu'il faudrait créer la classe moyenne. Et d'ailleurs, c'est le plus grand combat de Madame la Première ministre. Et nous, en tant qu'établissement public, nous pouvons qu'accompagner la vision du gouvernement congolais. Soucié de l'épanouissement de la République démocratique du Congo, l'UNPP met la main dans la pâte pour le développement de la classe moyenne, comme l'a fait savoir le directeur provincial de l'UNPP Matadi. Nous ne pouvons participer à la création de la classe moyenne, c'est seulement en renforçant la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire, lorsque nous avons une main-d'œuvre locale, nous aurons des gens qui peuvent travailler dans des entreprises qui vont se créer au lieu de recourir à la main-d'œuvre étrangère, et ensuite en donnant également la possibilité aussi aux jeunes à pouvoir créer leur propre activité génératrice de recettes que nous appelons en sigle AGR, et c'est par des formations en entrepreneuriat. Sachez que l'Institut national de préparation professionnelle est installé dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo avec mission de permettre et faciliter l'intégration de la population moyenne dans la vie professionnelle en mettant à sa disposition des formations professionnelles de qualité reconnues dans le monde. On reste toujours dans le Congo central après l'étape de Kinshasa où les activités de la 8e édition de l'Expo Béton avaient ouvert le bal. La seconde phase a vécu dans la ville portuaire de Matadi. Pour sa part, la directrice provinciale de l'Office de gestion de fret multimodal au Geofrem Matadi, Madame Claire Dikitele, a parlé à cœur ouvert à la première ministre Judith Suminwa sur les difficultés que connaît cette entreprise publique de l'État dans l'exécution de ses activités dans ces coins stratégiques du pays. La deuxième partie de la 8e édition de l'Expo Béton s'est tenue au port international de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a permis aux entreprises publiques comme privées de présenter leurs problèmes auprès de la chef du gouvernement Judith Suminwa qui s'est déplacée de Kinshasa pour prendre part et lancer cette deuxième partie. Claire Dikitele, directrice provinciale de l'Office de gestion du fret multimodal, au Geofrem en sigle, au Congo central, a parlé de femme en femme à la Première ministre en lui présentant des soucis qui rongent cette entreprise publique. Effectivement, d'abord, en tant que femme, c'est vraiment un réel plaisir de recevoir Son Excellence Madame Judith Suminwa, Première ministre et chef du gouvernement. C'est un réel plaisir pour tout le monde et surtout pour nous, les frères. Cette 8e édition a connu sa première partie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au centre financier qui a été lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on va parler de l'établissement
à utilité publique qui clôture l'année académique 2023-2024 dans les établissements supérieurs et universitaires de la République. Cependant, quelques-uns s'activent à redorer leur image dans la foulée. On note l'université William Booth qui s'inscrit dans la logique de réformes courageuses dans la perspective de mieux accueillir la masse estudiantine dans différentes facultés de cette alma mater. Images et commentaires. De réformes s'accumulent au sein de l'université William Booth, lieu des hauts savoirs, en plein milieu des communes de Lagombe et du Barumbu. Pour ce qui est de l'année académique 2023-2024 qui tire sa révérence, l'heure est au bilan. Pour les comités de gestion dirigés par le fils maison, le professeur Roger Bimola, recteur de cette alma mater. Nous sommes l'université au centre-ville, au cœur de la ville de Kinshasa. Nous sommes à quelques 500 mètres de la gare centrale et du boulevard. Nous avons un accès facile. Et même pour arriver comme pour repartir du site de l'université. Non seulement cela, notre université s'est dotée des infrastructures de qualité qui permettent aux étudiants d'étudier que ce soit le matin ou le soir et dans des très bonnes conditions. Les salles sont devenues climatisées et on a mis des infrastructures, une bibliothèque numérique, on a même des terrains de sport, terrains de football synthétique et tout ce qui fait qu'une université soit reconnue. C'est ce travail que nous avons fait. D'ailleurs, nous sommes même en train de construire un centre hospitalier universitaire pour notre faculté de médecine, un beau centre qui promet déjà. Pour ce qui est de cette année, qui aura connu beaucoup de réformes, dans le cœur même du système éducatif, par l'instauration de LMD, dont le corps enseignant de l'université William Booth s'est félicité d'avoir gagné le pari de l'application sans faille de cette nouvelle donne. Vous savez, même moi, j'ai étudié dans le système LMD, où il était question de la semestrialisation des enseignements, du fait de donner plus d'espace aux étudiants à faire qu'ils puissent, par leur travail personnel, par leur travail individuel, approfondir la matière. Mais pour cela, il fallait quand même se doter des outils comme la bibliothèque numérique, la connexion à Internet et qu'il y ait aussi des professeurs qui aient déjà maîtrisé ce système. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire à William Booth et je pense que cela a été fait avec beaucoup de succès. D'ailleurs, la plus grosse difficulté était quand même de gérer, par exemple, les notes des étudiants avec le système de crédit. On pense que au système LMD, on n'échoue pas, on échoue si on n'arrive pas à atteindre les crédits qu'il faut pour terminer un cycle, pour passer d'un cycle à un autre. Donc, dans notre université, les professeurs, les doyens, les assistants étaient bien outillés pour cette transition vers le LMD. Au-delà de la conjugaison des matières, tout en assurant une meilleure mobilité pour la masse estudiantine, le comité Bimola, fort de sa réputation, de piloter aux destinées d'une institution de référence. Par son caractère chrétien, s'emploie à remettre, mieux à redorer ses milieux estudiantins. Ici, par exemple, on se retrouve dans un auditoire avec estrade modernisée capable de contenir plus de 600 étudiants du G1. Dès là, en passant par d'autres auditoires, une parfaite modernisation qu'on ne saurait voir nulle part ailleurs. Et notre université avait déjà bien investi dans les infrastructures. J'ai fait construire un grand amphithéâtre de 600 places, des laboratoires. Maintenant, dans la poursuite pour respecter les prescrits, maintenant la clinique universitaire. Entre-temps, nous sommes salutistes. Nous sommes université salutiste, université de l'Armée Salut. Nous avons un réseau hospitalier important à travers le pays qui aide déjà nos étudiants en médecine à parfaire leur formation au travers des veilles ou même des stages. Mais maintenant, nous aurons encore même de l'université un grand centre hospitalier universitaire de 3 ou 4 niveaux. On est déjà à notre 2e niveau de plus d'une centaine de lits avec tous les services où nos étudiants n'auront pas à aller faire des stages ailleurs. Dès qu'ils sont là, ils seront admis au centre pour appuyer les médecins déjà qui sont rodés. Ce qui est de plus surprenant, à côté de cette bâtisse en pleine transformation, pousse de terre une clinique moderne comprenant tous les compartiments médicaux, salle d'opération, maternité, réanimation,
hospitalisation et autres. Notre pays est quand même un désert médical. Le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants, si on fait le ratio, est très faible. Si ailleurs, pour 100 habitants, il y aurait tel nombre de médecins, pour nous, pour 100 habitants, le ratio est trop faible. Donc, il faut encourager les bonnes initiatives qui vont dans le sens de doter notre pays d'une couverture médicale avec des médecins bien formés au lieu de décourager des initiatives. Tout ce que l'UVB est en train de faire, c'est sur base de ses fonds propres et de ses arrangements avec différents partenariats mis en place. Donc, le recteur que je suis en ce moment est en même temps en train de négocier des financements, en même temps en train de piloter l'académie et en même temps en train de voir que demain, qu'il y ait déjà un demain dans la question de la durabilité de l'université, mieux encore que la qualité de l'enseignement dispensé au sein de notre alma mater soit high, soit au top. Cette infrastructure qui sera inaugurée d'ici 2025 sur fonds propres de l'université William Booth profitera pleinement aux étudiants de la médecine de cette université, au cœur du centre-ville et à quelques mètres du boulevard du 30 juin. Hormis d'autres réalisations qui profitent déjà à l'université, notamment le terrain de football avec gazon synthétique, la chaîne de télévision pour les apprenants des sciences de l'information et de la communication, l'université William Booth devient aujourd'hui le meilleur site universitaire qui a construit et contribué à la formation ainsi qu'à la transformation de l'homme dans un climat qui favorise la paix et l'épanouissement. Nous vous amenons à Lubumbashi à la découverte de Wamenia, Pauline Malkia, responsable de l'entreprise Malki Art Recycling Sarlu. Cette dernière s'est spécialisée dans le recyclage de bouteilles en plastique en les donnant une autre utilité par la fabrication de chaises, tables, poubelles et autres ornements. Une ingénierie hors du commun. Suivez-la dans ces reportages qui vous propose Clara Mokabole. Si l'on doit impérativement lutter contre le déchet plastique, il y a également lieu de songer à sa mise en valeur, car le tonne des déchets plastiques produits chaque jour sur l'ensemble du territoire national est d'autant plus importante pour la transformation autre de l'énergie renouvelable, mais aussi par des objets capables et utiles pour le bien des communautés. C'est ce qui nous amène dans la ville de Lubumbashi à la découverte de Madame Wamenia Pauline Malkia, responsable de l'entreprise Malki Art Recycling Sarlu. Elle est spécialisée dans la transformation des déchets ou récipients plastiques usés à des objets d'utilisation des ménages. Ça, c'est la table dont je vous parlais, comme vous pouvez le voir. Confortable, c'est durable. Et puis, voilà notre fauteuil. C'est bon de vous montrer comment c'est fait. Ça, ce fauteuil est tellement confortable et durable que vous ne pouvez pas l'imaginer. Je suggérerais à ceux-là qui voudraient essayer de passer ici à notre atelier pour palper de leurs propres doigts et de savoir de quoi il s'agit exactement. Il suffit d'observer les processus qui l'amènent à obtenir les résultats finaux, en commençant par la récolte mieux, les ramassages de bouteilles en plastique, une manière pour elle aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. C'est-à-dire, nous avons besoin des assurances maladie, parce que nous sommes en train de prendre soin de l'écosystème. Il faudrait qu'en retour, nous prenions soin aussi de nous. Jusque-là, nous travaillons avec les moyens de bord et nous nous trouvons des fois limités. On ne sait pas faire des commandes à grande quantité parce que nous n'avons pas tout ce dont nous avons besoin. Pour faire ce travail, ça demande beaucoup de choses, pas seulement les bouteilles que nous ramassons, mais nous utilisons également les fils à ligaturer que nous achetons. Nous utilisons également un peu de bois pour le finissage, comme vous pouvez le remarquer vous-même. Puis vient l'étape de la sélection, conception et puis mise en forme pour en ressortir un objet vendable et approprié pour soi, orné ou utilisé pour d'autres fins.
Et on va poursuivre cette édition du journal avec cette nouvelle en bref. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se prépare à accueillir le prochain forum AGOA, une loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane et sans obligation de réciprocité. Et cet événement est prévu entre juillet et août 2025 en vue d'assurer la réussite de ce grand rendez-vous économique dont le gouvernement de la République démocratique du Congo se prépare déjà. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions avec Daniel Tchounza. Et après cette transition, vous avez certainement compris qu'on va parler de notre rubrique mode d'emploi. L'on va cette fois-ci s'intéresser sur le principal rôle du directeur des ressources humaines dans la vie d'une entreprise organisée, orientée et affectée. C'est les éléments essentiels qui caractérisent la mission dévolue à un directeur des ressources humaines. Y a-t-il autre chose de complémentaire? La réponse dans cette réflexion de la rédaction du journal télévisé des entreprises magazines. Pour ces nouveaux numéros de notre rubrique mode d'emploi, nous allons vous amener à découvrir dans le cadre de ces numéros les compétences dévolues à un directeur des ressources humaines, DRH. Selon la définition, ce dernier est un responsable de la politique de recrutement, de la gestion, de relations humaines et de management social de l'entreprise. Il est attaché directement à la direction générale. Pour accéder à des postes de directeurs de ressources humaines, des gestionnaires de carrière ou d'outplaceurs, un niveau Bac plus 5 est indispensable. Il peut s'agir d'un master en ressources humaines, en sciences de management, mais aussi en droit du travail, en droit social ou en psychologie. Le directeur de ressources humaines a pour périmètre d'intervention le recrutement, la formation, les relations sociales, la paye et l'administration du personnel. Il peut également jouer un rôle officieux de conseiller auprès de son directeur général pour toutes les problématiques opérationnelles. À ce titre, les missions principales du responsable des ressources humaines sont les suivants. Conseiller les opérationnels sur tous les domaines des ressources humaines, législation sociale, gestion des carrières, recrutement, formation et rémunération. Coordonner l'ensemble des activités liées au projet des ressources humaines. Après l'obtention des baccalauréats, plusieurs formations sont accessibles pour devenir ressources humaines. Tout d'abord, vous pouvez suivre un cursus universitaire en sciences sociales, en psychologie ou en droit, vous permettant d'obtenir un master spécialisé en gestion des ressources humaines. Retenez qu'il est très difficile pour un jeune diplômé d'obtenir un poste de directeur des ressources humaines dès la fin de sa formation. Plusieurs années d'expérience sont souvent indispensables pour accéder à la fonction. Signalant qu'un bon directeur des ressources humaines fait bouger le ligne intelligemment en démontrant le bien fondé de ce qu'il souhaite apporter dans la marche de l'entreprise. On va se quitter, mais avant tout, le rappel des principaux titres. Fini la pratique des doublons au sein des entreprises, ministères et établissements publics. Le ministre du TETEL, Jean-Pierre Liao, vient de lancer un signal fort par la publication d'un annuaire reprenant tous les fonctionnaires de l'État congolais. On a parlé également de l'entreprise minière du Lualaba qui ont reçu la visite d'inspection du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Des emplois d'État, vous l'avez dit dans cette édition du journal télévisé des entreprises. Ce journal est complètement fini. Merci à Daniel Tchounza, à ingénieur Elim Flavio, mais également au superviseur, réalisateur Bob Toga Emmanuel. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.